2017, 8 chercheurs de Google signent un article au titre étrange «L'attention est tout ce qu'il vous faut». Ils viennent d'inventer la brique de toute l'IA d'aujourd'hui. 9 ans plus tard, les 8 ont quitté Google. Le dernier est parti la semaine dernière. Épisode Google, le transformer et la malédiction de l'inventeur. Chapitre 1. 8 signatures, 0 resté. L'entreprise qui a inventé l'IA moderne regarde un autre lui prendre le marché et débaucher ses derniers pairs. Reprenons cette histoire par son commencement parce qu'elle a la cruauté d'une tragédie bien construite. En 2017, 8 ingénieurs de Google publient un article de recherche au titre presque insolent « Attention is all you need ». L'attention est tout ce qu'il vous faut. Derrière ce titre se cache le transformer, une façon nouvelle pour une machine de lire une phrase, non plus mot après mot, mais en pesant d'un seul coup l'importance de chaque mot par rapport à tous les autres. C'est cette idée, l'attention, qui a fait sauter le verrou et qui fait tourner aujourd'hui absolument tout. ChatGPT, Claude, Gemini, la quasi-totalité des modèles que vous connaissez. Pour mesurer le saut, rappelez-vous l'avant. Jusque-là, une machine lisait une phrase comme on déroule un fil, un mot après l'autre, lentement, en oubliant peu à peu le début quand elle arrivait à la fin. Le transformer, lui, embrasse toute la phrase d'un coup, en parallèle. Et ce seul changement a rendu possible d'entraîner des modèles 1000 fois plus gros sur des montagnes de texte. Toute la course à l'échelle, tout ce qui a suivi, sort de cette idée née chez Google. Sans exagérer, c'est l'acte de naissance de l'intelligence artificielle moderne. Et il est né dans les laboratoires de Google. Ce n'est même pas un accident isolé. La maison a aussi enfanté le laboratoire Google Brain, l'outil TensorFlow, une grande part des fondations sur lesquelles les autres ont bâti. Google n'a pas rejoint la révolution, il l'a mise au monde. Et pourtant, 9 ans plus tard, faisons l'appel des 8 signataires de l'article fondateur. Aucun n'est resté. Le dernier vient de claquer la porte. Selon TechCrunch, Noam Chazir, l'un des pères du Transformer, a quitté Google pour OpenAI le 18 juin. Le lendemain tombe un départ plus lourd encore, symboliquement. John Jumper, prix Nobel de chimie pour AlphaFold, s'en va de DeepMind pour rejoindre Anthropic. 2 cerveaux fondateurs aspirés par les rivaux en une seule semaine. La bourse n'a pas mis longtemps à chiffrer le malaise. D'après les relevés de marché, l'action Alphabet a perdu jusqu'à 7,2% en une séance sur l'annonce Jumper, sa pire chute depuis février. Et pendant que les cerveaux s'en vont, le produit, lui, n'arrive pas. Gemini 3.5 Pro, le grand modèle que Sundar Pichai avait promis pour juin sur la scène de sa conférence Google I/O au mois de mai. Il l'avait annoncé en demandant à la salle de patienter jusqu'au mois prochain, sous des soupirs bien audibles. Eh bien, on y est, et le modèle vient d'être discrètement repoussé à juillet. À l'heure où l'on parle, il n'existe qu'en aperçu réservé à quelques entreprises, sans annonce officielle. Mettez les 3 faits côte à côte. L'inventeur du Transformer, ses créateurs qui filent chez la concurrence, et le modèle censé répondre en retard. Le retard de Gemini, à lui seul, ne serait qu'une anecdote de calendrier. Les modèles glissent, ça arrive à tous. Mais posé sur l'exode des fondateurs et sur la chute de l'action, ce retard cesse d'être une anecdote pour devenir un symptôme. Le symptôme de quoi? C'est tout l'épisode. Car un paradoxe hante l'histoire des techniques et Google semble le vivre en direct. Celui qui invente la rupture est très rarement celui qui en récolte les fruits. Pensez-y une seconde. La maison qui a écrit la formule de l'IA générative regarde aujourd'hui OpenAI, qui n'a pas inventé cette architecture, lui rafler le grand public et lui débaucher au passage le dernier de ses pères fondateurs. Comment l'inventeur peut-il se retrouver simple spectateur de sa propre révolution? Chapitre 2. La malédiction de l'inventeur. Xerox a inventé l'ordinateur moderne et vendu des photocopieuses. Kodak a inventé le numérique et en est mort. Pourquoi? Ce paradoxe porte un nom et une longue histoire. On l'appelle la malédiction de l'inventeur ou, dans les écoles de commerce, le dilemme de l'innovateur. Pour le comprendre, remontons à un lieu mythique de la Silicon Valley, le centre de recherche de Xerox, le fameux PARC dans les années 70. C'est là, chez un fabricant de photocopieuses, qu'on invente presque tout ce qui fera l'informatique moderne. La souris, d'abord, et cet écran couvert de fenêtres et d'icônes que vous avez encore sous les yeux aujourd'hui. Les chercheurs vont même plus loin.
ils construisent l'Alto, un ordinateur personnel complet, écran graphique et réseau compris, des années avant tout le monde. Une concentration de génie absolument inouïe. Et qu'en a fait Xerox? Rien, ou presque. La direction, à New York, voyait une entreprise de photocopieuse, pas d'ordinateur. En 1979, un jeune Steve Jobs visite le parc, voit l'interface graphique tourner et comprend en quelques minutes ce que Xerox n'avait pas su voir en plusieurs années. Quelques années plus tard, le Macintosh d'Apple puis Windows de Microsoft bâtiront leurs empires sur ce que Xerox avait inventé et laissé filer. Le photocopieur, lui, est resté un photocopieur. Prenez une seconde tragédie, plus brutale encore. Kodak. En 1975, un de ses ingénieurs, Steven Sasson, invente le premier appareil photo numérique. Sa hiérarchie regarde le prototype et l'enterre. Pourquoi? Parce que Kodak gagnait des fortunes en vendant de la pellicule et que le numérique, par nature, n'en consomme aucune. La machine menaçait directement la poule aux œufs d'or. L'entreprise a préféré protéger son présent plutôt que d'oser son futur. Et le futur l'a rattrapé. Celle qui avait inventé la photo numérique a fait faillite en 2012, balayée par la photo numérique. Laissez cette ironie infuser une seconde. C'est très exactement le piège qu'un professeur de Harvard, Clayton Christensen, a théorisé en 1997 sous le nom de dilemme de l'innovateur. Sa thèse est redoutable parce qu'elle est contre-intuitive. Les grandes entreprises ne tombent pas parce qu'elles sont mal gérées. Elles tombent souvent parce qu'elles sont remarquablement bien gérées. Ces firmes écoutent leurs meilleurs clients, défendent leurs marges les plus juteuses, investissent là où l'argent rentre déjà. Christensen l'a démontré sur des cas très concrets, des fabricants de disques durs aux aciéries. À chaque fois, le leader, occupé à servir ses gros clients, dédaigne la technologie nouvelle, plus médiocre et moins rentable au début, jusqu'au jour où cette technologie médiocre grandit et le dévore. On l'a vu de nos propres yeux, il n'y a pas si longtemps. En 2007, BlackBerry régnait sur le téléphone professionnel. Son petit clavier physique était roi. Quand Apple sort l'iPhone, tout en écran tactile, les dirigeants de BlackBerry haussent les épaules. Pas de vrai clavier, et à leurs yeux, un simple jouet pour le grand public. 5 ans plus tard, la marque avait quitté nos poches. Le leader n'avait pas manqué d'intelligence, il avait manqué d'audace contre son propre succès. Cette discipline même rend l'entreprise aveugle à la rupture qui ne rapporte rien tout de suite et qui ronge son cœur de métier. La rupture, ce sont presque toujours les autres qui la portent, ceux qui n'ont rien à défendre. Voilà la grille de lecture. Reste à la poser sur Google. Qu'est-ce que Google a exactement à protéger? Chapitre 3. La rente qui paralyse. Pour gagner la course à l'IA, Google doit construire l'outil qui pourrait tuer sa propre poule aux œufs d'or. La réponse, tout le monde la connaît. La recherche, le moteur de recherche de Google est l'une des machines à cash les plus puissantes jamais construites. Des centaines de milliards de dollars de publicité chaque année, l'essentiel des profits du groupe, adossé à un geste que vous répétez 100 fois par jour, taper une question, parcourir des liens et croiser les annonces posées tout autour. Tout l'empire repose là-dessus. Et Google sait exactement à quel point ce socle est précieux. Quand ChatGPT débarque fin 2022, la presse raconte que la direction déclare en interne un code rouge et rappelle même les fondateurs Larry Page et Sergey Brin à la rescousse. Pourquoi une telle panique chez le maître de la recherche? Parce qu'il venait de voir, en quelques semaines, une petite application montrer au monde qu'on pouvait obtenir une réponse sans jamais passer par une page de lien publicitaire. Le cœur du réacteur était visé. Or, l'intelligence artificielle générative menace précisément ce geste. Parce qu'un assistant, qu'il s'appelle ChatGPT ou Gemini, ne vous tend pas 10 liens bleus entourés de publicité. Il vous donne une réponse directement d'un seul bloc. Et dans cette réponse, il n'y a plus forcément de place pour les annonces qui font vivre la maison, ni de clics vers les sites que Google envoyait visiter. On le voit déjà, la firme a commencé à coiffer ses résultats de résumés rédigés par la machine, et les éditeurs de presse hurlent parce que l'internaute lit la réponse et ne clique plus. Vous voyez le piège se refermer? Pour gagner la course à l'IA, Google doit construire l'outil capable de tuer sa propre poule aux œufs d'or. C'est le dilemme de Kodak, transposé mot pour mot, protéger la pellicule ou inventer le numérique qui la remplacera. Imaginez un cadre de Google qui débarque en réunion et propose de remplacer la page de résultats pleine de publicité par un assistant qui répond sans la moindre annonce. Sur le papier, c'est l'avenir. Dans la salle, c'est quelqu'un qui propose de saboter le chiffre d'affaires du trimestre. Et les trimestres, dans une entreprise cotée, ont toujours le dernier mot. C'est ça, le cœur du dilemme de l'innovateur. La prudence rationnelle qui condamne. Le moindre pas vers le futur abîme un morceau du présent. Une jeune pousse comme OpenAI, elle, n'a pas ce dilemme. Aucun moteur de recherche à préserver, aucune rente publicitaire à ménager. Elle peut offrir la réponse la plus directe, la plus brutale, sans rien cannibaliser, parce qu'elle n'a rien à perdre. C'est l'attaquant qui n'a pas de maison à défendre. Et voilà pourquoi l'exode des cerveaux fait si mal. Quand vous êtes un chercheur brillant et ambitieux, où allez-vous? Là où l'on construit l'avenir sans regarder dans le rétroviseur. Pas là où chaque idée neuve doit d'abord prouver qu'elle ne froisse pas la publicité.
D'après un rapport sur les talents repris par la presse, un ingénieur de DeepMind avait, l'an dernier, 11 fois plus de chances de partir vers Anthropic que l'inverse. 11 fois. Ce n'est plus une fuite, c'est une hémorragie orientée. Et elle a sa logique implacable. On quitte la maison qu'il faut défendre pour le chantier qui n'a rien à perdre. Chapitre 4. La revanche possible de la tortue. Et si tout ce beau récit du déclin était faux? Regardez les atouts que personne d'autre ne possède. Maintenant, il faut être honnête et retourner complètement la lecture, parce que ce récit du déclin, aussi élégant soit-il, a un gros défaut, il pourrait être faux. Reprenons les atouts de Google et ils sont colossaux. Le premier, c'est le silicium. Pendant que presque tout le monde dépend des puces de Nvidia, Google conçoit depuis 10 ans ses propres processeurs spécialisés pour l'intelligence artificielle, qu'on appelle les TPU. Au moment précis où l'on découvre que fabriquer sa propre puce devient un avantage décisif, la maison a une décennie d'avance sur ce terrain. Vient ensuite la distribution. Pensez une seconde à tout ce que Google place sous vos yeux chaque jour. Android qui équipe des milliards de téléphones, Chrome par où vous entrez sur le web, YouTube où le monde passe ses soirées, et la recherche elle-même, ce réflexe universel. Quand vous tenez ces portes, vous glissez votre assistant devant des milliards d'yeux du jour au lendemain sans payer un centime pour aller chercher l'utilisateur. OpenAI, lui, doit conquérir chaque client un par un, puis la science. DeepMind n'est pas seulement l'usine à Gemini, c'est le laboratoire d'AlphaFold, la percée sur le repliement des protéines qui a décroché un prix Nobel. La couronne scientifique de l'IA mondiale est posée sur la tête de Google. Et enfin le bilan, Alphabet pèse environ 4 460 milliards de dollars, de quoi encaisser 10 ans de course sans jamais manquer d'argent. Surtout, méfiez-vous du récit du déclin parce qu'on l'a déjà entendu. Souvenez-vous de Microsoft, vers 2013. On le donnait pour un dinosaure, battu sur le mobile, distancé sur la recherche, condamné à regarder passer le train. 10 ans plus tard, il est l'une des entreprises les plus puissantes du monde, portée par le nuage informatique et par son pari sur OpenAI. Le géant qu'on enterrait avait déjoué la malédiction. Et comment l'a-t-il fait? En osant précisément ce que Kodak avait refusé. Son patron, Satya Nadella, a tourné l'entreprise vers le nuage informatique au risque de froisser ses vieux logiciels, puis a misé des milliards sur OpenAI quand presque personne n'y croyait. Google, d'ailleurs, vient peut-être d'esquisser un geste comparable. La version rapide de Gemini, le petit frère du grand modèle, a déjà été livrée et elle tient tête au meilleur sur le code. La maison s'est donc encore expédié un produit qui tient la route. Toute la question est de savoir si elle osera le faire au sommet de gamme, là où ça touche directement sa rente. Et regardez le chiffre qui dérange le récit du déclin de Google. D'après les relevés de marché, la part des assistants vient de basculer. Pour la première fois, ChatGPT passe sous la barre des 50% à 46,4%, pendant que Gemini grimpe à 27,7% et dépasse désormais Claude à 10,3%. Autrement dit, pendant qu'on raconte le déclin de Google, son assistant gagne du terrain. Le retard d'un modèle d'un mois, dans une course qui se jouera en 2030, ne pèse peut-être pas lourd. La tortue parfois a raison du lièvre. Et l'exode des cerveaux? Les pessimistes y voient une hémorragie mortelle. Mais une autre lecture existe. Les 8 auteurs du Transformer sont partis, et Google a tout de même sorti Gemini, parmi les meilleurs modèles du monde. Ce qui suggère que le vrai rempart n'est pas le génie d'un individu, mais l'institution, le calcul, les données, la distribution. Le grand homme s'en va, la machine, elle, reste. Chapitre 5. La grille. Malédiction de l'inventeur ou revanche de la tortue. Voici les signaux qui diront de quel côté penche la balance. Alors lequel des deux récits faut-il croire? La malédiction de l'inventeur ou la revanche de la tortue? La vérité, c'est qu'on ne tranchera pas ce soir. Mais on peut se donner une grille, quelques signaux à surveiller dans les mois qui viennent. Premier signal, la cadence de livraison. Promettre un modèle pour juin sur une scène est une chose, le livrer en est une autre. Si Gemini 3.5 Pro sort vite et impressionne, le récit du déclin s'effondre d'un coup. S'il glisse encore, de juillet vers l'automne, alors le problème n'est plus le calendrier, mais l'organisation elle-même. Vient ensuite la question des talents. Un départ est une anecdote, deux forment une coïncidence. Mais si l'hémorragie continue, mois après mois, vers OpenAI et Anthropic, c'est que les meilleurs ont cessé de croire que l'avenir s'écrit chez Google. Troisième repère, la part de marché. Tant que Gemini grignote du terrain, comme aujourd'hui, le bilan colossal et la distribution suffisent à tenir la maison debout. Le jour où la courbe se retourne, les fissures commencent. Gardez aussi l'œil sur un signal de fond, plus lent, le geste de chercher lui-même. Le jour où les gens cesseront d'ouvrir Google pour interroger directement un assistant, même rival, c'est la rente publicitaire entière qui vacillera. Ce n'est pas un modèle en retard qui ferait tomber Google, c'est le réflexe de la recherche qui changerait de maison. Et il reste un signal plus subtil, la distribution forcée.
Google peut imposer Gemini partout, dans la recherche, dans le téléphone, devant des milliards de gens. Mais pousser n'est pas convaincre. La vraie question sera de savoir si les utilisateurs s'en servent par choix ou s'ils l'ignorent poliment. Une IA qu'on subit n'est pas une IA qu'on adopte. Et derrière ces signaux, il y a une question plus profonde, qui dépasse Google et vaut pour toute entreprise au sommet de son époque. Faut-il envier ou plaindre celui qui invente la rupture ? L'histoire dit une chose troublante. Inventer ne garantit rien. Xerox a inventé l'ordinateur personnel et vendu des photocopieuses. Kodak a inventé la photo numérique et fait faillite en la regardant triompher. Google a inventé le transformer et regarde un autre lui prendre le grand public. La rupture récompense rarement celui qui l'a vu en premier, et souvent celui qui ose tout miser dessus, justement parce qu'il n'a rien à protéger. Et la leçon, au fond, dépasse Google et vaut pour vous, quel que soit votre métier. Si vous dirigez une affaire installée, demandez-vous ce qui, chez vous, joue le rôle de la pellicule de Kodak, le produit rentable que personne n'ose toucher et qui vous empêche de voir venir la vague suivante. Car la malédiction de l'inventeur n'est pas une fatalité technologique, c'est un manque de courage, et il guette toutes les réussites, pas seulement celles de la Silicon Valley. Reste une inconnue, et c'est peut-être la plus belle. Aucune des entreprises tombées dans ce piège, ni Xerox, ni Kodak, n'avait à la fois les puces maison, les milliards d'utilisateurs et le bilan de Google. Et Microsoft, lui, a prouvé qu'un géant pouvait renaître. Jamais un inventeur n'a eu autant d'atouts pour, cette fois, déjouer la malédiction. Ou alors, c'est précisément ce qu'on se disait à chaque fois, juste avant qu'elle ne frappe. La question qui restera ouverte bien après cet épisode, quand on a inventé le futur et qu'on a tout pour gagner, qu'est-ce qui décide, au bout du compte ? La taille de ses atouts ou le courage de saboter son propre présent ? Vous écoutiez Google, le transformer et la malédiction de l'inventeur. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le